Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce jeudi 4 avril. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste nous est d'un grand secours. Merci. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de l'expulsion massive et musclée des migrants musulmans par les autorités russes en réaction à l'attentat du 22 mars. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, le projet de loi contre les dérives sectaires a été rejeté mardi par le Sénat. Pour les sénateurs, le texte ne permet pas de concilier, je cite, l'exercice de la liberté d'expression et la liberté de choisir et de refuser des soins et l'objectif de protection de la santé publique. Le texte prévoyait entre autres de sanctionner par 1 an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende la provocation à abandonner ou à s'abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique. Un texte jugé opaque et liberticide par les oppositions. Quoi qu'il en soit, si l'article 4 est à nouveau voté par l'Assemblée nationale en seconde lecture, seul le Conseil constitutionnel pourra alors le retoquer. Et dans un récent entretien avec Epoch Times, l'expert en politique énergétique Fabien Bouglet a annoncé un véritable hold-up en bande organisée sur le marché de l'électricité. Selon lui, les opérateurs privés ont bénéficié d'un système mis en place par la France permettant d'acheter de l'électricité à bas prix d'EDF et de la revendre à des tarifs bien plus élevés, profitant ainsi de l'augmentation des prix sur le marché. Ce stratagème a conduit à une marge de 42,5 milliards d'euros en 2023, provenant en grande partie de la marge bénéficiaire qui aurait dû revenir à EDF. L'entretien est disponible sur le site de The Epoch Times. Le lien est épinglé sous la vidéo. Mais délaissons l'espace d'un instant les questions financières pour revenir à la nature et parlons de l'élément le plus fondamental, parlons de l'eau, oui, celle qui tombe du ciel sur nos têtes quand on n'a pas de parapluie. Eh bien, la France a enregistré une hausse de 85% de ses précipitations pour le mois de mars. Météo France rapporte que ces pluies ont fait du mois dernier le 5e mois de mars le plus arrosé depuis 1958. Et en parlant d'eau, du côté de chez Nestlé, ça manque cruellement de transparence et de pureté. En effet, le groupe Nestlé fait face à des révélations préoccupantes sur la qualité sanitaire de ses eaux minérales en France, des faits que la société a tenté de dissimuler. Une expertise confirme la présence généralisée des bactéries, de pesticides et de PFAS dans les sources d'eau minérale naturelle du groupe. Les experts ont exprimé des doutes quant à la garantie de la qualité sanitaire des produits finis, remettant ainsi en question la sécurité des eaux en bouteille. En réponse à ces allégations, Nestlé avait précédemment affirmé que la sécurité sanitaire de ses produits était une priorité absolue, mais une nouvelle enquête suggère au contraire une stratégie de dissimulation de la part du groupe. Et à propos de produits contaminés, on vient de parler des PFAS, mais de quoi parle-t-on exactement? Les PFAS sont des produits chimiques toxiques appelés substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Les PFAS sont des polluants considérés comme éternels et omniprésents. Ils sont présents dans de nombreux objets du quotidien et on finit par les retrouver dans l'eau. Les écologistes ont introduit une proposition de loi visant à interdire les PFAS des produits en contact avec les aliments, et ce, avant leur interdiction prévue dans l'Union européenne. La loi proposée vise à bannir les PFAS des produits alimentaires dès juillet 2025. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les mesures prises par la Russie suite à l'attentat terroriste survenu au Crocus City Hall. Depuis cet événement, le pays procède à l'expulsion massive des migrants musulmans et semble cibler spécifiquement cette communauté, créant un climat de peur et de suspicion. Sur place, des descentes de police sont organisées dans des lieux où résident des migrants d'Asie centrale. Il faut dire que depuis cette attaque, le sentiment anti-immigré s'est renforcé. À ce jour, 418 étrangers ont reçu l'ordre de se rendre dans des centres de rétention spéciaux en attendant d'être expulsés du pays. Du coup, la multiplication rapide des expulsions soulève des questions sur le respect des droits humains.
Moscou lance une vaste opération de nettoyage pour éliminer les extrémistes islamiques, tout en accusant ces derniers d'avoir reçu le soutien de l'Ukraine ou des services américains. En face, Kiev et Washington affirment quant à eux que Daesh est seul responsable derrière cet attentat. Alors, en attendant de pouvoir démêler le vrai du faux, voici les détails sur les expulsions massives en Russie. La Russie procède à des expulsions massives de migrants originaires d'Asie centrale et du Caucase. Selon les autorités, ces opérations visent à assainir la capitale russe. Des centaines de personnes ont déjà été arrêtées et expulsées vers leur pays d'origine, principalement l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan. Les forces de l'ordre effectuent des descentes musclées dans les foyers de travailleurs migrants, procédant à des interpellations au faciès. Les expulsions se déroulent dans des conditions souvent brutales et expéditives, sans examen approfondi des situations individuelles. Les critiques accusent le gouvernement de stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques-uns. Pervi Hotel, une organisation d'avocats spécialisée dans les droits de l'homme et travaillant en Russie, a observé dans un communiqué vendredi que dans la région de Saint-Pétersbourg, les centres de détention temporaire pour les citoyens étrangers sont pleins à craquer, entourés de véhicules spéciaux et de bus se dirigeant vers l'aéroport. 2 avions transportant des personnes expulsées ont décollé de l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg dans la seule journée du 28 mars. Memorial, la principale organisation russe de défense des droits de l'homme, dénonce que sous couvert de lutte antiterroriste, les autorités ciblent une communauté entière et bafouent les droits fondamentaux. Les images de familles déchirées et d'individus désespérés ont fait le tour du monde, suscitant l'indignation à l'international. Moscou se défend de tout ciblage ethnique ou religieux et affirme agir pour garantir la sécurité du pays. Les chiffres officiels, bien que probablement sous-estimés, parlent de milliers d'expulsions en quelques semaines. Face à ça, de nombreux musulmans ont exprimé leur inquiétude quant à leur sécurité et leur avenir dans le pays. Certains ont même décidé de quitter la Russie pour éviter d'être expulsés. Et l'approche musclée du Kremlin a aussi eu des répercussions sur ses relations avec les pays d'Asie centrale, d'où proviennent la plupart des migrants musulmans. Les gouvernements de ces pays ont exprimé leurs préoccupations quant au traitement réservé à leurs ressortissants en Russie. Les autorités russes, elles, ont déclaré qu'elles continueraient à expulser les migrants en situation irrégulière, mais qu'elles respecteraient les droits de l'homme. Mais tout le monde ne semble pas tout à fait convaincu par ces propos. Les organisations de défense des droits de l'homme restent sceptiques quant à la capacité de la Russie à respecter ses droits. Certaines affirment que les mesures du Kremlin pourraient s'avérer contre-productives. D'après elles, précariser et marginaliser ces communautés pourrait favoriser les replis identitaires et les risques de radicalisation. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Rémi, c'est tout pour moi. Oui, merci Anthony. Et en Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a proféré des menaces de représailles contre Israël après qu'Israël a attaqué son consulat à Damas, entraînant la mort d'une dizaine de personnes, dont des hauts commandants militaires. Le risque d'une escalade dans la région est présent. Reste à voir si l'Iran se vengera directement ou passera par ses alliés régionaux tels que le Hezbollah, les milices chiites en Irak ou les Houthis au Yémen. Certains évoquent même la possibilité de frappes de représailles directement sur des cibles en Israël. Et en Finlande maintenant, l'enfant de 12 ans, auteur de la fusillade mortelle dans son école, a expliqué son acte en déclarant qu'il avait été victime de harcèlement. Les enquêtes de police ont corroboré ces allégations. L'enfant, qui avait intégré l'école en début d'année, a utilisé une arme à feu appartenant à un proche pour tuer un garçon de sa classe et blesser grièvement 2 filles. Étant mineur, il ne sera pas incarcéré, mais pris en charge par les services sociaux finlandais. Et au Sénégal, Ousmane Sonko, qui était un célèbre opposant à l'ancien président Macky Sall, a été nommé Premier ministre du Sénégal par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Connu pour son engagement contre la corruption, Sonko a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires qu'il a qualifiées de complot politique contre lui. Après avoir accusé l'ancien gouvernement de fraude fiscale et de corruption, il a été jeté en prison puis libéré 3 semaines avant les élections. Sa nomination est donc considérée comme un grand événement pour les opposants à l'ancien président Macky Sall. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
Bonjour à tous, merci Rémi. En Europe, l'offre excessive de panneaux solaires entraîne calmement le déclin de l'ensemble du secteur. Selon les analystes, cette situation s'explique par le fait que la Chine inonde le marché mondial. Selon le Financial Times, les panneaux solaires sont en train de remplacer les clôtures de jardins aux Pays-Bas et en Allemagne. Des analystes disent que cette évolution s'explique en grande partie par la baisse des prix et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. À la fin du mois de mars, chaque panneau solaire coûtait environ 50% moins cher que l'année dernière à la même période. Les statistiques montrent que les exportations chinoises de panneaux solaires ont largement dépassé les capacités d'installation mondiales. Une série de suppressions d'emplois, de faillites et de fermetures a balayé l'ensemble de l'industrie européenne. La Chine fabrique la quasi-totalité des composants des panneaux solaires dans le monde. Le régime considère l'industrie des énergies renouvelables comme une force émergente. Il doit en même temps faire face à une récession économique record dans d'autres secteurs. Le Mexique est sous les feux de la rampe alors que de grandes entreprises tentent de se démarquer de la Chine. Des fabricants transfèrent des milliards de la Chine continentale vers ce pays d'Amérique du Nord. Certains géants de la technologie auraient demandé à leurs fabricants d'implanter davantage d'usines au Mexique pour les équipements liés à l'aéronautique. Selon le Wall Street Journal, cela inclut des entreprises comme Dell et Hewlett-Packard. Certaines entreprises taïwanaises ont également répondu à l'appel. L'une d'entre elles est Foxconn, le plus grand fabricant de puces au monde. Plus de 90% des puces high-tech sont fabriquées à Taïwan, notamment celles qui équipent les iPhones, les voitures et les armes militaires. Les entreprises mexicaines sont liées à un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada qui est entré en vigueur en 2020. Des analystes estiment qu'il est essentiel de diversifier les chaînes d'approvisionnement et de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Pendant la pandémie, les confinements en Chine ont paralysé le commerce en Occident. Il y a encore quelques années, on parlait de mondialisation heureuse. Maintenant, le mot souveraineté résonne partout comme un appel à l'aide. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un peintre français du XVIIIe siècle, issu d'une dynastie de peintres d'origine néerlandaise, j'ai nommé Jean-Baptiste Van Loo. Jean-Baptiste Van Loo est né à Aix-en-Provence en 1684 et y est décédé en 1745. Son père, Louis-Abraham Van Loo, également artiste, s'installe en France avant sa naissance, contribuant à la décoration de navires pour l'arsenal royal de Toulon. Jean-Baptiste est initié à la peinture par son père, il se marie et travaille pour la famille L'Enfant, puis il est introduit à la cour de Monaco. Sa réputation grandissante le conduit à la cour de Turin, où il devient protégé du prince Victor Amédée de Carignan. Il a également reçu des commandes du roi Louis XV. Au cours de sa carrière, il a formé son frère Charles-André, ses fils Louis-Michel et Charles Amédée, tous devenus des peintres renommés. Jean-Baptiste Van Loo fait définitivement partie des grands de l'histoire de l'art. Alors, pourquoi ne pas admirer plus longuement ses œuvres au musée ou, sans bouger de chez soi, simplement taper Jean-Baptiste Van Loo dans la barre de votre navigateur. Et on se quitte avec de belles images plein les yeux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.